Je suis né à Hanoï, au Tonkin, le 1er mars 1951. Mes hommes viennent de tous les horizons, d'Europe et d'Asie. La plupart ne se connaissent pas. Ils n'ont pour avenir que la bagarre et la souffrance, mais ils ont avec eux leur foi et leur jeunesse. Je n'ai pas eu d'enfance, la guerre me l'a volée. On m'a jeté de suite dans la fournaise. On m'a dit « faites pour le mieux » et les parachutes ont claqué au vent de Nialo. La guerre au Tonkin, c'est d'abord le silence, les pistes boueuses, la forêt inextricable et les montagnes qui succèdent aux montagnes. La guerre au Tonkin, c'est une marche harassante, c'est l'eau qui tombe du ciel. L'enfer alors s'abat de mille feux dans le fracas assourdissant des armes. « 1952, les opérations s'enchaînent sans repos. Le feu s'est allumé en Annam. On y envoie mes compagnies chasser cette marée de petits hommes verts. Puis, c'est le Grand Sud, la Cochinchine, où la guérilla empoisonne la vie, où chaque mètre cache un piège, chaque rizière une embuscade. Mes paras sont magnifiques, tantôt renards, tantôt fauves. 1953, Wabine encore, Yenvi, Adong où la peste rouge revient plus insidieuse. Des croix nombreuses jalonnent mon chemin en petits tertres de terre jaune où une jeunesse s'est éteinte. Hirondelle ensuite, on saute pour briser la logistique de l'oncle O. Tout explose, leurs canons, leurs camions puissés, l'esquive en marche forcée dans la nuit noire. Les paras ont gagné. Novembre 1953. Au fond du Tonkin, quelques paillotes, une piste d'aviation, des collines et des rizières. Dien Bien Phu. Presque personne ne connaît ce nom. À nouveau, les pépins claquent au soleil. On croit repartir, mais on reste. On s'enterre, tranché, abri, barbelé. Elles s'appellent Claudine, Anne-Marie ou Dominique. Ce ne sont pas des fiancés, mais des collines dénudées, des points d'appui. Djap n'a qu'à bien se tenir. Mars 1954. Le piège se referme sous un déluge d'acier brûlant. Prélude à la grande symphonie barbare. Djap s'est bien tenu. 55 jours durant, la plus étrange bataille de l'histoire va devenir un cauchemar. Je m'appelle maintenant 8e choc. Mes paras sont de toutes les sorties, de jour, de nuit, sous la pluie, les obus et les balles. Comme des marins dans l'ouragan, ils luttent sans sommeil, sans renfort. Mes compagnies tombent dans la boue putride et se battent jusqu'au sacrifice. Je reprends des collines, mais je ne peux pas les tenir. Il n'y a plus personne derrière moi. Dien Bien Phu, comme une peau de chagrin, se réduit à quelques mètres carrés de guerriers furieux refusant l'inéluctable. J'ai déjà perdu trop de mes hommes, pulvérisés par la mitraille. Dans sa grande clémence, l'oncle O les envoie dans ses camps après une longue marche. D'autres encore vont mourir, abrutis de propagande rouge, de privation, vaincus par la maladie. Une centaine seulement de mes paras sur 800 retrouvent la liberté à l'état de squelette. Il n'y a plus de 8e choc en Indochine. 1955, je reviens sur une terre nouvelle, l'Algérie. D'autres feux se sont allumés, on a besoin de moi. Je suis le 8e régiment de parachutistes coloniaux. J'aligne plus d'1 millier d'hommes et c'est dans le Djebel que l'on m'envoie. Par compagnie, je me lance dans le dédale des oueds et des pitons en longues colonnes de guerriers camouflés à la recherche du rebelle. 1956. Dans les Nemencha, la terre est brûlée de chaleur. Il n'y a pas d'eau, mes paras marchent de longues heures. Le Félaga est à l'ombre des Mechtal, le combat est rapide. Il y a déjà des paras tués, mais l'adversaire est détruit. Djebel Anoual, mes commandos sont sur le terrain. À l'affût le jour, c'est la nuit qu'ils frappent. Les compagnies se déploient au matin pour la fouille du moindre rocher, de la moindre grotte. La mort surgit toujours des cavités obscures. 1957.
Hier à Blida, aujourd'hui à Constantine, demain à Tébessa, on me lance sur les routes à l'assaut de tous les mouvements de la rébellion. Je suis un régiment nomade. À peine quelques jours ici, je dois bientôt être là-bas. Je chasse des ombres, souvent des fantômes. 1958, je cantonne à Tébessa, près de la frontière. Les bandes du FLN viennent de Tunisie, je dois les détruire. Par vagues d'hélicoptères, mes compagnies investissent les pitons. Les Félagas refluent, mais leur sort est déjà scellé. À la fin du jour, 117 sont à terre. Ils se sont bien battus. En décembre, je deviens le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. 1959, à la Chandeleur, je suis au repos, mais l'alerte me lance dans le Djebel Metloug. Les accrochages brisent le silence. Les mois passent, d'autres alertes, d'autres ratissages. 1960. Le peuple d'Algérie bouge, la colère gronde, la politique s'empare des esprits. On appelle les paras dans Alger-la-Blanche pour y remettre de l'ordre. C'est le temps des barricades. 1961, je suis dans les Aurès. La chasse continue avec son lot de souffrances, de succès et ses longues heures à sillonner les espaces immenses. Les semaines qui suivent sont incertaines. Les opérations recommencent, mais le sort en est déjà jeté. L'Algérie s'échappe. En juillet, les compagnies font leurs valises. À Beaune, le dernier détachement quitte les côtes d'Afrique du Nord. L'aventure est terminée. Pour la première fois de ma vie, je vais m'installer sur la terre de France, à Nancy. Après de longues années de garnison, je suis réveillé par un monde qui bouge. On m'appelle à Beyrouth au secours de la vieille nation libanaise. On s'entretue dans les rues, on s'entretue dans le sud. Je débarque en plein chaos. Mes compagnies découvrent la guerre. Mes années d'entraînement ont fait de moi un outil bien affûté. Mes paras sont devenus des soldats de métier aux réflexes bien aiguisés. Je ne crains pas l'incertitude ni le danger. Mes armes sont prêtes pour le combat. J'ai la foi des paras d'hier, ceux des rizières d'Indochine et des djebels algériens. À nouveau plongé dans la guerre, je ne suis pourtant plus là pour la faire, mais pour l'arrêter. Au cœur de la folie des hommes, je m'interpose entre chiens et loups, dans cette fournaise où des frères ennemis ne vivent que de mitrailles, de tueries et de drames. On me transforme alors en soldat de la paix. Sur ma bannière, à présent, se dessine l'image des Nations Unies. Mon béret rouge est devenu bleu, mes blindés et mes jeeps sont blancs. J'apporte un message, la paix. Sera-t-il entendu? L'Afrique, où la guerre viole le désert. Je deviens le gardien des immensités. Le Tchad est menacé. Je veille sur Moussouro, Hatti, Abéché, Mongo. Ce que mes paras ont appris jour après jour, ils l'enseignent à présent aux soldats tchadiens. L'assistance militaire devient une de mes missions principales. Mais ma présence rassure aussi les populations, souvent otages les unes des autres. Aider, c'est aussi ravitailler, équiper et dissuader. Montrer sa force jusqu'aux avant-postes du pays des sables. Ceux qui sont restés loin là-bas sous le ciel du Tarn se préparent encore pour d'autres horizons. La vie s'est installée à nouveau autour des villages nomades. Les puits ont retrouvé de la force, l'eau jaillit, la détresse s'éloigne. Tous restent vigilants face aux pièges du désert. Le 8e Merpeima est le maître du sable. Mes paras sont devenus des soldats de l'extrême, prêts à partir où la République le commandera. Rompus à toutes les techniques de combat, ils savent agir dans l'urgence au prix d'un entraînement sans relâche.
L'histoire est pourtant étrange. J'ai commencé à faire la guerre au bout du monde, en Indochine, puis en Afrique. J'ai connu les îles lointaines du Pacifique, mais c'est en Europe qu'un jour, on m'envoie. Je suis aux portes de la France et c'est la guerre encore. Si près qu'il ne faut qu'une heure d'avion pour changer de monde. Les Balkans. Un chaudron en ébullition où la moindre action peut se transformer en piège et dégénérer en affrontement. Là aussi, je combats la guerre. C'est une lutte insidieuse où je ne cherche pas un ennemi à détruire, mais plutôt à priver de moyens ceux qui voudraient rompre ce fragile équilibre si difficilement instauré. Mon avenir reste tracé. Je le vois à la fois avec sérénité et inquiétude. Sérénité, parce que je sais rester vigilant, confiante sur la valeur de mes bérets rouges, toujours sur la brèche, sous tous les cieux. Avec inquiétude aussi, parce que la folie des hommes n'a pas de limite, et à n'importe quel endroit du monde, le feu peut s'allumer. Je sais alors que l'on va me demander d'y aller, de faire ce qui est au-delà du possible, de faire ce que les autres ne veulent pas. Je ne devrais alors compter que sur mon courage, ma force et ma foi.